Salut tout le monde, je m'appelle David Saint-Jacques, je suis astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Je vous appelle de Moscou ce soir. C'est la nuit ici, la nuit. Il est 7 heures le soir, je viens de revenir d'une journée d'entraînement. Et j'ai été embauché comme astronaute il y a déjà 8 ans, un peu plus. Et j'ai vécu à Houston depuis ce temps-là, en entraînement et puis travaillé au centre de contrôle. Et depuis maintenant 1 an, je suis en entraînement intensif pour une mission vers notre station spatiale internationale à bord d'un vaisseau Soyouz avec des collègues russes. C'est pourquoi je suis ici à Moscou en entraînement pour, pour apprendre à piloter cette fusée-là. Et que dire d'autre? Ben, avant d'être astronaute, j'étais médecin de famille. J'ai aussi fait des études d'ingénieur et de physique. Et à part ça, ben, je suis père de famille. J'ai 3 petits-enfants. Voilà, je pense que ça, c'est le résumé à 30 000 pieds, comme on dit. Puis, je suis prêt à prendre vos questions. Parfait. Fait qu'on va commencer par une question du Collège Brébeuf de Montréal. Ouais, je vais trouver ça sur mes multiples écrans. Sous le nom de Patricia Poirier. Ah. Oui, d'accord. À vous, Brébeuf. Ah, on ne vous entend pas très bien. Non. Je peux essayer de lire les lèvres, peut-être. OK, on va passer à une autre école, essayer de voir s'il n'y a pas un problème avec le son, puis on va passer à une autre école. Puis sinon, vous pouvez poser la question dans le chat aussi. Donc, le collège Nouvelle Frontière à Gatineau. Oui, je vois ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, j'entends bien. Oui. OK. Je m'appelle Samuel et je viens du collège Nouvelle Frontière. Et pour ma question, est-ce que vous entendez bien? Oui. OK. Très bien. OK. Pour ma question, c'est allez-vous manier le fameux bras canadien et faire quelques sorties dans l'espace ou vous allez plutôt rester à l'intérieur de la navette spatiale internationale? Bon, très bonne question. Hein? Alors, les missions à bord de la Station spatiale internationale, c'est toujours un petit peu mystérieux jusqu'à ce qu'on soit rendu. Donc, tout le monde doit être prêt à faire n'importe quoi. Donc, on est tous entraînés à utiliser le bras canadien, Canadarm, entraînés à porter le scaphandre, s'en servir à l'extérieur s'il y avait besoin de le faire, tous entraînés à faire l'expérience scientifique. On est tous entraînés aussi à faire des réparations multiples à l'intérieur. On a parfois des rôles particuliers. Moi, je vais être le médecin de bord à cause de mon travail antérieur. Mais en général, c'est un peu, c'est pas que c'est aléatoire, c'est juste qu'on ne sait pas longtemps en avance. Hein? Notamment, par exemple, l'utilisation du bras canadien. Bon, on s'en sert, comme tu sais, probablement pour attraper des véhicules cargo qui nous amènent des ravitaillements. Ça, l'horaire de lancement de ces véhicules-là, ça se précise toujours quelques mois d'avance seulement. En ce moment, on n'est pas certain lesquels vont tomber pendant ma présence à bord. Mais oui, j'espère. Hein, j'espère. Comme Canadien, c'est tout un honneur de pouvoir utiliser Canadarm. Okay. Le scaphandre, même chose. On s'en sert la moitié du temps pour faire des réparations planifiées, puis la moitié pour faire des réparations d'urgence quand quelque chose casse. Donc ça, d'un côté, on espère pas en avoir, mais de l'autre côté, ben, s'il faut, il va falloir. C'est toujours tout un honneur pour un astronaute de pouvoir faire une sortie dans l'espace. Et l'autre partie de mon entraînement très importante, c'est, comme je mentionnais au début, c'est le pilotage de la fusée Soyouz. Donc, c'est à peu près ça les grands chapitres là, de la mission. Et évidemment, bien, beaucoup d'expériences scientifiques. Et ça, tous les astronautes à bord de la station font ça. C'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait le plus clair dans l'expérience scientifique. OK. Ben, merci beaucoup. Merci. Salut. Une question du collège Antoine Brossard à Brossard. Oui, je vous vois. Bonjour, M. Saint-Jean. Bonjour, je vous entends bien. Parfait. Dans votre entraînement, vous faisiez beaucoup d'entraînement. J'aimerais savoir, c'est quoi la partie la plus intéressante de votre entraînement?
Ah, difficile à choisir. C'est tout vraiment, vraiment, vraiment intéressant. D'abord, la variété en soi, c'est intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant, je pense, c'est que c'est un mélange de sciences et de techniques et de travail manuel et de travail d'équipe. Et ces quatre éléments-là ensemble, ça rend tout ce qu'on fait vraiment passionnant. Puis en même temps, c'est une aventure qu'on fait avec des collègues qui deviennent des amis parce qu'on passe tellement de temps à travailler ensemble. Donc, ce qui est peut-être le plus intéressant là-dedans, c'est la nature pratique du travail. Bien que ce soit basé sur quelque chose de très scientifique, très sérieux, bien que ça requiert une compréhension de haut niveau de ce qui se passe point de vue ingénierie, au bout du compte, c'est un travail très pratique, le travail d'astronaute. C'est comme un pilote d'avion, peut-être, ou quelqu'un qui doit opérer de la machinerie. C'est ça qui est pour moi le plus intéressant, c'est que je peux appliquer mes connaissances théoriques d'ingénieur ou de médecin, puis je peux appliquer aussi tout si on veut, mon goût là, de l'aventure grâce à un travail comme ça qui est à la fois technique et à la fois pratique. Et aussi, évidemment, le côté international. Je vous appelle de Moscou, c'est quand même pas rien. Hein? Je partage mon temps entre le Texas et Moscou, travailler avec des astronautes du monde entier, à la salle de contrôle aussi avec des gens du monde entier. Ça, c'est un autre aspect qui est fascinant. Merci, M. Saint-Jacques. Merci. On va passer à une question de l'école Liberté Jeunesse à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Liberté Jeunesse, je vais vous trouver. Bon, Maxime est prêt pour cette question. Oui, je vois. Ouais. Oui, bon, bonjour, moi c'est Maxime Charbonneau de Liberté Jeunesse. Et, Salut! Je me demandais, après avoir été ingénieur, astronome, médecin, astronaute, si vous aviez d'autres objectifs, si vous voulez encore aller plus loin. Je ne sais pas si c'est de plus en plus loin là, que je vais ou si je tourne en rond, mais je me concentre en ce moment sur ce qui est dans mon assiette. Puis ce qui est dans mon assiette, c'est de mener à bien toutes les tâches que j'ai pour cette mission. C'est quand même un défi de taille. Et c'est mon premier vol spatial. Donc, comme on dit dans le monde des astronautes, le but de tout astronaute dans son premier vol, c'est de juste pas faire d'erreur. Et puis après ça, bien, on verra si on peut en plus accomplir des grands succès. Et ce qui suivra après, c'est vraiment un mystère. On dirait que c'est trop loin. Ce qui est après la mission, c'est comme si c'était dans une autre ville. As-tu des suggestions? Non, pas vraiment. Merci. On va passer. On va essayer avec le Collège Brébeuf, voir si le son est revenu. Vous le faites? Je me demande si elle nous entend. Oui. Est-ce que je me lève ou non? Oui, okay. Patricia, oui, j'entends. Ouais. Donc, pouvez-vous décrire en quoi consiste la mission 58-59 et votre rôle dans celle-ci? Oui. Bon, alors, au mois de novembre 2018, dans 10 mois, je vais décoller du Kazakhstan à bord d'une fusée Soyouz avec un pilote, un cosmonaute russe et un autre astronaute, une américaine. Et les trois, on va se rendre à bord de la Station spatiale internationale, où vont nous accueillir 3 astronautes qui sont déjà là depuis quelques mois. Et on va ensemble faire l'expédition 58, la première moitié de mon passage à bord. Durant la mission, ce qu'on va faire, c'est essentiellement de la recherche scientifique, probablement des tâches de robotique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et peut-être utiliser le scaphandre pour sortir à l'extérieur de la station si c'est quelque chose à réparer. Mais surtout, beaucoup de recherche scientifique, surtout à caractère médical. C'est un peu ça, si on veut, la force de l'Agence spatiale canadienne pour l'expérience scientifique. Puis à peu près à mi-chemin de mon séjour à bord, après 3 mois, les gens qui étaient là avant vont repartir. C'est la fin de leurs 6 mois. Et 3 nouveaux vont arriver. Et ça va être l'expédition 59, la deuxième moitié de mon expédition, la première de la leur. Et on va continuer comme ça jusqu'à quelque part à la fin du printemps, début de l'été 2019. Le retour, c'est pas encore clair, à peu près 5 ou 6 mois après l'arrivée. Et on va rentrer sur Terre, toujours à bord de la capsule Soyouz, qui va être restée stationnée sur la station tout ce temps-là pour se poser au Kazakhstan, dans les steppes du Kazakhstan,
voilà, revenir sur Terre. Merci. Donc, on va retourner au Collège Nouvelle-Frontière à Gatineau. Bonjour, moi c'est Basma du Bonjour. Collège Nouvelle-Frontière et j'ai une question pour vous. Salut. Ma question c'est, si quelqu'un tombe malade dans l'espace, peut-on le soigner aussi rapidement que sur Terre? Bon, la réponse, c'est ça dépend. C'est comme si tu me demandais, si quelqu'un tombe malade dans un petit village perdu dans le nord du Canada, dans l'Arctique, ben oui, on peut le traiter. Ça dépend du problème médical. Alors, ça, c'est toujours une question épineuse de planification, surtout. D'abord, on essaie de choisir des gens en bonne santé comme astronautes pour minimiser les risques d'avoir un problème médical. Après ça, ben, on se demande, OK, c'est quoi les champs? On va maladie par maladie. C'est quoi les risques que ça arrive? Si ça arrive, c'est quoi les conséquences? Est-ce que ça vaut la peine de traîner l'équipement? Ça prend beaucoup d'équipement, ça prend juste un médicament. Et puis, on fait comme ça, on prend des décisions de risque, si on veut. Alors, par exemple, oui, c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, a une fracture, ben oui, on est capable de réparer ça. On fonctionne l'équipement pour faire ça. Si on a un accident majeur, on n'est pas capable de faire de la chirurgie. Alors là, ça, bon, on fait juste croiser les doigts et essayer de rester le plus prudent possible. Donc, ça dépend des problèmes de santé. Mais on a quand même, je suis impressionné par la quantité, si on veut, la variété de l'équipement qu'on a et puis la panoplie, le spectre de problèmes médicaux qu'on peut traiter à bord. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours, notre première ligne de défense, c'est d'être prudent. C'est d'être prudent, c'est d'être archi prudent, archi entraîné et minimiser de manière maximale les risques. C'est ça un peu le credo des astronautes. Ce qu'on fait est dangereux. Et donc, la seule manière d'éviter les accidents, c'est de s'entraîner, de maîtriser son métier à fond et d'être très prudent, travail d'équipe. On vérifie toujours le travail l'un de l'autre, pas parce qu'on ne fait pas confiance, mais par mesure, par assurance de sécurité. Et grâce à ça, malgré le fait que ce soit très dangereux, il y a quand même relativement peu de problèmes médicaux dans l'espace. Et je dis ça encore dans les doigts. Merci beaucoup. Plaisir. Une question du collège de l'école Antoine Brossard. Oui, bonjour. Bonjour, mon nom est Luna Manza. Si ça vous dérange pas, on va vous poser une question. Pensez-vous qu'un jour on pourra habiter sur une autre planète? Habiter sur une autre planète. OK. Alors là, ça, c'est une question tout tu regardes loin. Alors, en ce moment, hein, quand on parle de vol spatial, on parle d'exploration spatiale. On est encore dans une phase d'exploration. On est un peu comme les premières personnes qui ont utilisé un radeau. Hein, puis ils allaient au bord de la mer, hein, puis ils osaient à peine s'éloigner de la berge. En ce moment, on s'éloigne à peine de la Terre, et puis on revient. On est en exploration, on développe notre capacité à survivre à l'extérieur de la Terre. Éventuellement, je pense que oui, je pense que l'esprit humain a fondamentalement un besoin d'explorer et puis d'aller voir ailleurs. Maintenant, en pratique, est-ce qu'on peut vivre ailleurs que sur Terre? De plusieurs générations, des enfants qui naissent ailleurs que sur Terre, des gens dont la vie entière est faite ailleurs que sur Terre. Ça, c'est pas là où on est rendu, mais c'est probablement par là qu'on s'en va, de coloniser d'autres planètes, mais c'est pas pour moi. Hein. Ça, c'est... moi, je suis de la génération d'astronautes qui sont encore dans l'exploration de l'environnement, pas trop loin de la Terre, mais peut-être pour vous. Hein, c'est pour la prochaine génération, tous ces rêves-là. Déjà, on parle d'aller sur Mars. Sur Mars, c'est plausible qu'on y aille peut-être d'ici 20 ans, 25, 30 ans. Et alors, faites les mathématiques. Moi, j'ai 48 ans en ce moment, ma première mission. Les premiers êtres humains qui vont aller sur Mars, c'est des gens qui, en ce moment, ont votre âge à peu près. Okay. Donc, incluant les milliers d'ingénieurs qui vont travailler autour de ça, les scientifiques qui vont développer les théories, les machines, tout ça. Tout ça, c'est des gens qui ont votre âge en ce moment. Donc, si ça vous intéresse, c'est pour votre génération. Bon, OK, merci beaucoup. Plaisir.
Merci. Donc, une question de l'École Liberté Jeunesse. Bonjour, moi c'est Jean-Nicolas. Attends, je vais changer d'écran. Oui, je vois. Allez. Salut, moi c'est Jean-Nicolas. Moi, ma question, c'était sur la fiche de la mission sur le site de l'Agence spatiale canadienne. J'ai vu qu'on faisait souvent référence à des nouvelles technologies que vous allez tester dans l'espace. Puis je me demandais à quoi ça fait ressembler ce genre de technologie-là ou ben non. Voilà, en fait, c'est ça. Là. OK. Oui, non, c'est une très bonne question. Alors, ça, c'est. Merci de la poser la question parce que ça me permet de parler du travail de l'Agence spatiale canadienne là-dedans. Donc, on a, si on veut, le credo, la force de l'Agence spatiale canadienne, ça a toujours été un peu à part la robotique, hein, Canadarm, qu'on connaît tous bien. L'autre côté aussi, c'est la médecine, la recherche médicale à bord, la technologie médicale surtout. Parce que le problème de traiter des gens à bord de la station, on peut imaginer c'est compliqué, on est loin, on n'a pas beaucoup de ressources, tout ça, mais c'est le même problème en pratique que traiter des gens dans une région éloignée, qui sont dans un village très, très loin, par exemple. Et donc, il y a tout un intérêt à pousser la recherche en médecine spatiale parce que directement, ces technologies-là s'appliquent sur Terre pour servir les besoins des médicaux, des gens qui sont en région éloignée. Donc ça, c'est un peu le thème central de la recherche qui est poussée par l'Agence spatiale canadienne, faite par des universités et des entreprises canadiennes. Par exemple, on va tester là, des vêtements intelligents qui permettent de mesurer toutes les... la pression atmosphérique, la pression cardiaque, la pression sanguine, le rythme cardiaque, la température, tout ça, sans qu'on ait à se mettre des électrodes puis des fils. Ça va se faire automatiquement. On va essayer aussi de développer un espèce de laboratoire miniature là, qui permettrait de faire des analyses sanguines sur place, sans devoir les envoyer. En ce moment, vous imaginez, on fait des prises de sang, on met ça dans un tube, on le gèle, on met ça dans une fusée qui revient sur Terre. C'est vraiment un laboratoire, c'est incroyablement compliqué. Si on peut le faire à bord, ça serait mieux pour nous, mais imaginez surtout, ça voudrait dire que n'importe quel petit village dans l'Arctique ou dans n'importe quelle région éloignée dans n'importe quel coin du Canada pourrait avoir son propre laboratoire. Donc, ce genre de technologie-là, à caractère médical, qui peuvent aider les soins médicaux à bord, ça s'applique directement sur Terre. Ça, c'est le thème central de la recherche de la spatiale. Merci. Merci. Une question du Collège Brébeuf. Bonjour. Brébeuf. Bonjour. Bonjour. Ma question c'est, comment faites-vous pour concilier votre vie familiale avec tous vos engagements pour l'ASC? Et y avait-il des membres qui s'opposaient à ce que vous deveniez astronaute? Ah, très bonne question. C'est peut-être ça, c'est sûrement ça, en fait, le défi principal, je trouve. C'est pas seulement les astronautes, hein, on peut en parler à d'autres adultes autour de vous. Quand on a la chance d'avoir un métier qu'on adore, il faut toujours faire la balance entre la tentation de faire juste ça et puis le risque de perdre notre vie personnelle, de perdre ce qu'on est, en fait. Hein. Et j'ai appris, moi, depuis longtemps, que la seule manière d'être à mon meilleur, comme astronaute ou comme ingénieur ou quoi que ce soit, comme médecin, peu importe, d'être à mon meilleur, c'est d'être en équilibre. Et une partie super importante de cet équilibre-là, c'est ma vie familiale, c'est avec ma conjointe, avec mes enfants, puis bon, ma vie personnelle, tout ça. Il faut tout garder en équilibre. C'est comme imaginer l'analogie d'un pilote dans son avion. Hein, il y a tous les cadrans, là, toutes les différentes mesures du moteur. Il faut que tous les cadrans indiquent des valeurs à peu près normales. S'il y en a un qui n'est pas normal, l'avion s'écroule. Même chose dans notre vie personnelle. Il faut que tout reste en équilibre. Et c'est comme ça qu'on est à son meilleur. Donc, mais pour la vie, surtout la vie que je mène en ce moment, où je suis peut-être souvent en voyage pendant plusieurs semaines dans les centres d'entraînement à travers le monde, c'est tout un défi de conciliation travail-famille. Ça demande un travail d'équipe très serré dans le couple. Ça demande d'être créatif, de trouver des solutions. Et puis, ben, heureusement, on a beaucoup de compréhension à ce sujet-là de la part du programme spatial. Ils se rendent bien compte, c'est pas la première expédition, c'est pas le premier astronaute, est loin de là. Et si on veut, le programme est organisé de manière à minimiser les impacts négatifs comme ça sur la vie familiale. Et c'est donc, à bien des égards, en fait, on peut dire que c'est ma famille qui est la partie la plus difficile dans tout ça, parce qu'eux, en plus de passer à travers l'entraînement et puis toutes ces étapes-là, ben, eux, ils n'iront pas. Sur Terre, ils m'attendent et ils croisent les doigts que je revienne.
Donc, je leur dois vraiment, si on veut, je leur dois la liberté de pouvoir faire ça. Merci. Une question du Collège Nouvelle-Frontière. Bonjour, je m'appelle Brianne. Ma question aujourd'hui, c'est quel est votre conseil pour les jeunes qui rêvent de s'impliquer dans le programme spatial? Ben, mon conseil, c'est de trouver au fond de votre cœur ce qui vous excite, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous intéresse et de ne pas avoir peur de suivre votre rêve parce que des fois, c'est tentant de se dire « Ah, mon rêve est trop beau, c'est fou, je risque d'être déçu si ça ne marche pas. » Ça, je trouve que ce n'est pas une bonne manière d'envisager les choses. L'important, ce n'est pas de se rendre jusqu'à son rêve. L'important, c'est que le fait qu'on ait un rêve, qu'on ait une ambition, quel que ce soit, ça nous aide à nous lever le matin, à sortir de notre lit, à travailler, à avancer, et puis on bouge. Et comme ça, on avance, on progresse, on se développe, et on devient quelqu'un, quelque chose nous arrive. Et puis peut-être qu'on ne se rendra jamais, puis que la vie va bifurquer, et puis qu'on va se rendre ailleurs, mais au moins, on bouge. Alors que si on n'essaie même pas de suivre son rêve, ben on reste sur place, puis quelqu'un d'autre décide à notre place. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, mon conseil, c'est ça. Vous êtes à votre âge, vous êtes jeune, vous avez tout l'avenir devant vous. Vous avez l'occasion d'essayer n'importe quoi, si on veut. Donc, n'ayez pas peur de vos rêves, mais ne soyez pas obsédés par le rêve. L'important, c'est d'être heureux quand même. Hein. L'important, c'est que chaque jour de ce chemin-là soit le fun, soit intéressant. Puis, on reste ouvert aux possibilités. On reste ouvert à l'idée que peut-être que notre rêve va changer. Tout ça, c'est correct. Donc, je vous dirais de foncer puis de ne pas être gêné de votre rêve. C'est votre plus précieux trésor. OK, merci. Ouais. Une question de l'École Liberté Jeunesse. Bonjour, moi je m'appelle Audrey. Puis ma question, c'est quand vous étiez au secondaire, est-ce que vous vouliez être astronaute ou vous vouliez faire un autre métier? Alors, quand j'étais au secondaire et même avant, ça fait très longtemps, moi, que l'idée de l'espace et des astronautes, c'est comme une fascination pour moi. Ça a toujours été une fascination depuis que je suis tout petit, mais je ne peux pas dire que c'était un projet. Je n'avais pas vraiment l'ambition d'être astronaute. J'ai compris très vite que c'était vraiment rare. Les chances sont vraiment minimes. Donc, je trouvais que ça ne valait pas la peine. Ce n'était pas une bonne idée de mettre tous mes œufs dans ce panier-là ou d'avoir ça comme projet pratique. Ça a toujours été un fantasme, si on veut, hein? Comme une espèce de rêve fou, inaccessible, mais c'était quand même un peu ça mon modèle. Même si j'avais vraiment pas l'idée que je pourrais devenir astronaute, je me disais quand même, OK, ben qu'est-ce que je pourrais faire comme choix de vie qui pourrait m'approcher de ça, comme modèle? Hein? Je vais aller à l'université, je vais faire des sciences, je vais voyager, explorer, apprendre des langues étrangères, rester en bonne santé, prendre soin de mon corps, bien manger, faire des exercices. Et puis essayer d'être pratique, prendre des responsabilités, devenir quelqu'un de fiable, d'autonome, à qui peut confier des tâches. Et tout ça sans vraiment essayer d'optimiser mon chemin pour être astronaute, mais plus dans l'idée de me demander qu'est-ce qu'un astronaute ferait comme choix aujourd'hui. Est-ce qu'il mangerait des biscuits ou du céleri? Voilà. Et j'ai entendu parler qu'on recrutait des astronautes. Il était très, très tard. Hein? J'étais dans la trentaine déjà quand j'ai entendu parler qu'on recrutait des astronautes. Et il y a comme une petite voix d'un petit garçon dans le fond de ma tête qui j'ai entendu qui me dit « Ah, David, il faut que tu essayes. Il faut au moins que tu essayes. » Et puis, j'ai comme mis mon doigt dans l'engrenage. Au début, j'ai appliqué vraiment sans y croire. Là. On était des milliers, puis j'avais aucune idée de ce qu'ils recherchaient. Puis au fur et à mesure, c'est à peu près 1 an, la sélection, je me suis retrouvé comme ça, sûrement avec une partie de chance, soyons honnêtes, être sélectionné pour la Programme spatiale canadien il y a 9 ans. Donc non, c'était pas un projet de carrière que j'avais, mais c'était quelque chose qui me fascinait. Merci. Alors, une question du Collège Brébeuf. Oui, allô? Bonjour, moi je m'appelle Omar et une question pour vous.
Bonjour. Ma question, c'est qu'éprouvez-vous à l'idée d'entrer dans l'espace et de perdre le contact avec la Terre pour une courte période de temps? C'est une belle question philosophique, ça, Omar. Et, vu que je suis jamais allé, c'est difficile pour moi de vraiment imaginer. J'en parle avec des vétérans autour de moi qui essaient de m'expliquer, mais c'est comme... toi, j'ai eu la chance de voyager à l'extérieur du Canada. Oui, bon, toi, tu as eu la chance. Mais il y a bien des gens qui n'ont pas eu la chance de voyager à l'extérieur du Canada. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais voyagé c'est quoi voyager. Hein? C'est difficile. Même chose pour un voyage spatial. C'est difficile pour un astronaute vétéran de m'expliquer à moi c'est quoi dans l'espace. Ce que j'anticipe, c'est d'être déjà physiquement un peu étonné du sentiment d'apesanteur. Ensuite, j'anticipe d'être ébloui par la beauté de la Terre quand j'aurai la chance de la regarder à partir d'orbite. Et puis finalement, j'anticipe aussi d'être ému, si on veut, par la vie en équipe qu'on va avoir. Ça va être toute une aventure. On va être un petit groupe, hein, juste un tout petit groupe comme des naufragés un peu sur un radeau ou comme des alpinistes sur une montagne. On va être un petit groupe, une petite équipe serrée, tricotée serrée, qui vont vivre ensemble, qui vont tout partager. Et ça aussi, je pense que ça va être une belle expérience humaine. Donc, côté philosophique, côté physique et puis côté humain, des émotions intenses, j'anticipe. Merci. Plaisir. Merci. Donc, on va passer à une question de l'école Antoine Brossard. Bonjour, David, je m'appelle Andy. Et moi, je veux savoir, c'est quoi les langues utilisées dans la station spatiale? Et si vous voulez parler, où est-ce que vous les avez apprises? Oui. Alors, la station spatiale, officiellement, c'est bilingue. Hein? Donc, c'est anglais et russe. Les deux langues sont obligatoires. Tout le monde qui va à bord doit parler anglais et russe. Donc, j'ai appris, moi, je parlais anglais comme beaucoup de Canadiens français. J'avais appris l'anglais à l'école, comme plusieurs d'entre vous. Et puis, ensuite, le russe, je l'ai appris à Houston quand je me suis joint par mes astronautes. Ça faisait partie de notre cours de base avec l'introduction à Canadarm, puis l'introduction au scaphandre, puis l'introduction à l'aérospatiale. Il y avait aussi un cours de russe de base et on devait atteindre un certain niveau pour avoir notre diplôme, sur notre permis. Donc, ça, c'est les langues officielles. Ils se parlent ensuite à bord, ils se parlent du japonais un peu parce qu'il y a un module qui est japonais, puis il y a un centre de contrôle qui est japonais. Donc, si on connaît quelques mots, c'est poli d'utiliser le japonais, mais ce n'est pas une langue obligatoire. Et puis, évidemment, puisque l'Union européenne est membre du programme spatial, il y a régulièrement des astronautes allemands ou italiens ou français à bord qui peuvent parler leur langue maternelle avec leur centre de contrôle, mais toujours les langues officielles, c'est anglais ou russe. Évidemment, l'Agence spatiale canadienne, c'est l'anglais et le français, là, comme toutes les organisations, tous les organismes fédéraux canadiens. Merci. Donc, on va passer à une dernière. Les langues étrangères, hein? Si vous avez la chance d'apprendre des langues étrangères, c'est l'âge où il faut faire ça. Vous avez l'âge où il faut faire ça et c'est un investissement. C'est tellement valable parce que ça vous ouvre les portes de la terre entière de savoir connaître des langues. Merci. Salut. On va passer à une dernière question par école. Il nous reste 5 minutes, donc on va essayer de faire ça rapidement. L'école collège, en fait, le collège de Nouvelle-Frontière. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Puis ma question, c'était dans le fond, comment qu'on se garde en forme dans l'espace? Ah oui. Alors, l'exercice est très important dans l'espace, hein, parce que dès qu'on arrive en apesanteur, si on ne fait rien, notre corps va un peu se débarrasser de nos muscles et de nos os parce qu'on n'en a pas besoin. Hein, puis notre corps il est très conservateur de son énergie. Ça coûte de l'énergie de garder des os et des muscles. Donc, c'est très important pour l'astronaute de faire l'exercice à chaque jour. On fait 2 heures d'exercice intense par jour. On a un tapis roulant. Tu peux imaginer, on porte le genre de... C'est pas comme si on portait un harnais avec des bretelles puis des ressorts qui nous tiennent au sol. Comme ça, on peut courir. On peut conserver l'habitude de marcher. Comme ça. Il y a un vélo stationnaire. Ça, c'est comme sur Terre. Même ça, tu n'as pas besoin de selle. Tu as juste à pédaler. Tu peux l'utiliser avec les bras aussi. Et puis, on a une espèce un gros appareil qu'on appelle AirRed qui permet de faire de la musculation pour garder les bras, les épaules, le dos, tout ça fort, les os aussi, garder les os forts en les utilisant. Ça utilise ça, non pas des poids évidemment, mais ça utilise des pistons.
Donc, on se bat contre la résistance d'un piston. Et on arrive comme ça à rester en très bonne forme. Il fut un temps, l'astronaute revenait sur Terre incapable de marcher presque, qui était alité tellement il était faible. Puis leurs os étaient tout affaiblis. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Les gens reviennent sur Terre souvent en meilleure forme que quand ils sont partis. OK, ben merci beaucoup. Salut. Le collège Brébeuf. Bonjour, M. Saint-Jacques. Oui, allô? On sait que vous avez été ingénieur et médecin de famille, mais dans tout ce que vous avez déjà accompli, de quoi êtes-vous le plus fier? D'avoir eu la chance d'avoir 3 enfants. Merci. Ouais, de loin, de loin. C'est la plus grosse chose que j'ai faite de ma vie, je pense, de préparer la relève. Alors, une question du collège Antoine Brossard. Bonjour, M. Saint-Jacques. Salut. Ma question, ce serait, quelle est la place sur Terre qui vous fait le plus penser à l'espace? La place sur Terre qui me fait le plus penser à l'espace. Wow! Bonne question, ça. Moi, j'aime beaucoup faire de la randonnée en montagne. J'aime beaucoup courir en montagne. Et puis, un sommet de montagne, ça me donne toujours cet effet-là. Ça me donne toujours cet effet-là d'être en train de voler. Quand je suis sur un sommet de montagne, puis que finalement, après des heures d'effort, tu es toujours un peu à bout de souffle, tu arrives au sommet, puis ton horizon s'ouvre. C'est énorme. Je trouve ça toujours... ça fait toujours un effet, j'en ai des frissons dans le dos, juste de dire, l'arrivée à un sommet de montagne après un effort. Donc, c'est peut-être ça qui me... Ouais, c'est une bonne question, je n'avais jamais pensé, mais c'est peut-être ma meilleure préparation à date au sentiment que je vais avoir en arrivant. Merci. Et une dernière question de l'école Liberté Jeunesse. Bonjour, mon nom c'est Jordan Antoine. Bonjour. Ma question, c'est comment vous avez fait pour avoir un autant haut niveau d'études en ayant un doctorat en médecine et un doctorat en astrophysique? Excuse-moi, j'entends mal. Est-ce que tu peux t'approcher peut-être? Ma question. Oui, OK, parfait. Ah oui, c'est bon ça. Ouais. Ma question, c'est comment vous avez fait pour avoir un doctorat en médecine et un doctorat en astrophysique? Comment vous avez fait pour atteindre un autant haut niveau d'études? Un diplôme à la fois. Hein. J'ai étudié comme ingénieur, comme mon père et mon grand-père. J'ai travaillé comme ingénieur après ça, un petit peu quelques temps, après 1 an et demi. Puis après, j'ai eu une bourse. Je suis revenu aux études. Puis c'est là que j'ai étudié l'astrophysique. Puis après, j'ai travaillé comme astronome, fait de l'argent comme ça. Puis j'ai mis l'argent de côté. Et puis, je suis retourné aux études. Puis je suis retourné au cégep même. Je suis retourné au cégep avant de pouvoir rentrer en médecine. Et j'ai recommencé les études comme ça. Donc, j'ai fait ça, un diplôme à la fois, en travaillant entre chaque diplôme pour payer mes études. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis arrivé à ce résultat-là. Merci. Merci beaucoup.